Bienvenue dans ce chapiteau. Merci d'avoir laissé les loups pour venir nous écouter. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous pourrez aller écouter la conférence avec Laurent Tillon et Geoffrey Delorme de l'autre côté. Voilà. Je vais rapidement présenter les deux personnes qui sont avec moi. Donc d'abord Pablo, qui se caractérise comme chercheur interdépendant, j'ai adoré. Voilà. Mais tu es quand même ingénieur agro et docteur en biologie. On va la faire courte, hein, je pense que... Et papa, c'est vrai, papa de 2 garçons, c'est quand même énorme. Et à ma droite, Alexis. Allez, je vais faire une rapide petite bio. Professeur agrégé de sciences naturelles. Tu entames une carrière de romancier tonitruante, avec un Goncourt en 2011, l'art français de la guerre. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est un des moult livres publiés récemment qui s'appelle « Ensemble pour mieux se nourrir », qui a été édité en avril 2021 chez Actes Sud, dont on parlera dans la table ronde. Et puis peut-être on peut citer le livre de 2014 qui est chez Babel. 2014, c'est ça ? Qui est ? T'as un micro ? Alors, c'était mon premier livre, Nourrir l'Europe en temps de crise, donc 2014. C'était chez Nature et Progrès Belgique au départ ? C'est ça. Qui a été repris par Actes Sud sur, on peut le dire, un peu la sécurité alimentaire, disons la fragilité des systèmes alimentaires industriels. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est quand on parle d'autonomie alimentaire, finalement, de quoi parlons-nous ? Il y a un certain nombre de définitions qui circulent, on va dire, un peu partout. Une des définitions serait la capacité à produire assez de nourriture pour répondre à ses besoins physiologiques en énergie. Une autre définition, ce serait le droit de se nourrir soi-même dans la dignité. Et je veux bien que l'un et l'autre, ça c'était une définition que j'ai prise dans le livre, c'est Magali Ramel, la juriste, qui dit ça. Et je veux bien que l'un et l'autre, vous nous éclairiez sur ce que vous entendez par autonomie alimentaire. Alors, soyons clairs, le travail que j'ai pu faire, c'est pas tellement sur l'autonomie alimentaire, c'est plutôt sur la précarité alimentaire et ses solutions possibles. Je tiens à préciser aussi que ce livre, c'est un livre collectif. On a été 3 à le faire. Moi qui suis foncièrement romancier, Frédéric Danhé qui est un journaliste scientifique spécialiste du bio, de l'agriculture, etc. Et Boris Tavernier qui dirige une association de vente de produits bio, locaux et de qualité dans les cités. Et tous les 3, on est allé faire une sorte d'enquête pour explorer les groupements d'achat, c'est-à-dire des gens qui s'auto-organisent pour pouvoir acquérir des produits alimentaires de qualité à un prix accessible. Pour des raisons soit de pauvreté, soit des raisons on va dire, idéologiques, parce qu'ils pensent que c'est un bon système. Voilà, donc ça, c'est le livre qu'on a fait. Il y a un très beau slogan. Alors, autre chose, ce livre nous avait été suggéré au départ par le Secours catholique, qui voulait qu'on fasse une sorte de manuel des groupements d'achat, mais on s'est dit, c'est tellement divers qu'il vaut mieux aller y voir, il vaut mieux rencontrer les gens qui font des choses et puis voir comment ça marche, parce que c'est extrêmement, vraiment d'une grande diversité. Et c'est vrai que, alors, que vient faire le romancier là ? Moi, tous les 3, on allait rencontrer les gens, et moi, je raconte la rencontre, je raconte le projet, je raconte les personnes, parce que c'est extrêmement lié aussi à des personnes. Et en fait, je fais une sorte de reportage sensible pour essayer de comprendre ce qui se passe en rencontrant les gens. Et après, mon camarade Frédéric Danhé, lui, va mettre tout ça en perspective dans une réflexion sur les problèmes alimentaires. Bien, j'en reviens donc à la question. Il y a un très beau slogan du Secours catholique qui est c'est la volonté d'assurer un accès digne à une alimentation de qualité pour tous. Rien que des choses qui tombent sous le sens, rien que des choses finalement évidentes, mais qui sont très compliquées pour des gens qui finalement n'ont pas les moyens. Et également pour des gens qui sont
dans un système d'aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est une merveilleuse chose. Heureusement que ça existe. Mais ça a aussi plein de défauts. On en parlera peut-être un peu après. Et donc, l'idée, c'est quand même de réfléchir sur comment développer cette aide en modifiant radicalement les conditions et pour essayer que, plutôt qu'avoir un système caritatif distributif, le colis qui est tout à fait utile, mais en fait qui pose des problèmes globaux, donc transformer ça en une possibilité pour les gens de prendre en main cette alimentation et d'essayer de développer des moyens, des méthodes pour que l'alimentation soit quelque chose qui soit de bonne qualité pour tous. À l'envers de ça, on rappelle que les maladies liées à la mauvaise alimentation, à la malbouffe, font que dans les classes populaires, dans les gens les plus précaires, on a une prévalence énorme des diabètes, des obésités, etc., beaucoup plus que dans les classes plus favorisées. Donc il y a quelque chose qui est lié à l'alimentaire, et c'est une cause sociale que d'essayer de développer des moyens pour que tout le monde puisse avoir un accès digne à une alimentation de qualité pour tous. Merci. Alors, question sur l'autonomie. Moi, je l'ai prise par un autre angle, c'est-à-dire autonomie, c'est la capacité de se fixer ses propres règles. Les philosophes disent ça. C'est à l'opposé à l'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est quand on dépend de quelque chose, de quelqu'un ou d'un système. Là, effectivement, on dépend, par exemple, dans ton bouquin, de l'aide alimentaire. Et il y a une idée de se défaire de ces dépendances pour retrouver sa puissance, en fait, son propre pouvoir, etc. Moi, je l'ai prise par l'angle des risques, pas tellement de la dignité, c'est pour ça que le travail est complémentaire, et risques par rapport à une dépendance à un système industriel. Et c'était toute mon enquête là, à l'époque, en 2013-2014. C'est une enquête au Parlement européen. À l'époque, j'habitais à Bruxelles, et c'est Yves Cochet, l'ancien eurodéputé, qui m'avait commandé une étude sur la résilience des systèmes alimentaires en Europe, en gros sur l'avenir de l'agriculture en Europe, sous l'angle des catastrophes. Et c'est là que je m'étais plongé dans ces thèmes passionnants, parce que beaucoup de disciplines scientifiques parlent de ça, et peu font le lien. Et ce que j'avais découvert, ce qui m'avait frappé, c'est que notre système alimentaire, alors quand je dis système alimentaire, c'est pas que l'agriculture, c'est aussi la distribution, la conservation, la transformation, la gestion des déchets, etc. Tout du champ jusqu'à la décharge. Et j'avais découvert, ce qui est évident, c'est que notre système alimentaire est toxique. Toxique, vous savez tous, il perturbe le climat, il détruit la biodiversité, il détruit les sols, il détruit notre santé, donc en produisant de la malbouffe et des produits chimiques, et il détruit les agriculteurs aussi, l'agriculture familiale. En Inde, il y a beaucoup de suicides, etc. Enfin, même ici. En France aussi. En France aussi, 372 suicides l'année dernière. Et il produit du gaspillage. Il y avait un chiffre des rapports de la FAO, de l'ONU, de tous ces grands organismes. C'est la moitié de la nourriture produite par les systèmes industriels, systèmes alimentaires industriels, sont gaspillés. Alors, en général, dans le sud, c'est plus au niveau du champ, et dans le nord, c'est plus au niveau de l'assiette que c'est gaspillé. Donc la moitié, toute cette gabegie énergétique, etc., finalement, la moitié est gaspillée, sans compter qu'il y a malbouffe, mais aussi surbouffe. Et donc, aujourd'hui, dans le monde, on meurt plus d'obésité que de faim, en fait. On est rentré dans une autre époque. Et ça, c'est relativement connu. Système toxique. Sauf que je mettais en évidence qu'il y avait ce système, comme un colosse au pied d'argile, est en fait très vulnérable. Vulnérable par justement la toxicité qu'il a créée, c'est-à-dire qu'il est vulnérable au climat, au changement climatique. Là, je vous ai amené des chiffres. Parce qu'en fait, je ne devais pas parler aujourd'hui, mais j'ai quand même bossé.
Il y a une semaine, j'ai appris que je remplaçais au pied levé, donc j'ai oublié les noms, 2 autres Oui, intervenants. François et puis je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui n'ont pas pu venir. Donc je suis ravi, j'ai accepté pour rencontrer aussi Alexis, revoir Françoise. Et voilà, mais j'avais quand même écrit un article il y a quelques mois sur les risques systémiques alimentaires, mais je vous en parlerai après. En tout cas, c'est vulnérable parce que sensible au climat. En gros, le climat va impacter nos rendements très fort. Sensible à la perte de biodiversité, parce que si les sols sont morts, ça va être compliqué de toujours rajouter, de toujours maintenir les rendements. Sensible aussi à la fin des énergies fossiles et à la variabilité des prix. Pour faire des engrais, il faut du gaz naturel. Pour faire des pesticides, il faut du pétrole, etc. Des insecticides. Pour transporter tout ça, pour emballer tout ça, pour chauffer, pour refroidir, pour transformer, tout ça, c'est des énergies fossiles. Sensible à la fin des minerais, le phosphate, etc. Au manque d'eau, ça c'est très important aussi, et aux crises économiques, à la variabilité des prix. Vous vous souvenez, à la crise des subprimes 2007-2008, il y a eu 35 pays qui ont eu des émeutes de la faim quand même. Et là, aujourd'hui, avec le Covid, ou la Covid, il y a des risques qui augmentent fort. Et en fait, très fragile par sa structure. La structure centralisée, avec des processus linéaires, etc., et j'en passe, rend notre système alimentaire, ce qui nourrit la plupart des Européens, mais des pays industrialisés en général. L'étude s'était centrée sur l'Europe. Bref, très fragile. Ça veut dire qu'en gros, nous mangeons du pétrole, nous les industrialisés, et en faisant ça, on surbouffe, on malbouffe et on détruit la planète. Donc l'idée de l'autonomie, c'est de ne plus dépendre de ce système alimentaire qui nous rend hétéronomes. Mais en fait, je termine par là, petite métaphore, on est comme une sorte de pantin avec des fils et c'est pas manipulé, mais on bouge grâce à ce système industriel. Moi, j'ai une carte bancaire, j'ai une bagnole, je vais au supermarché, je vais au magasin bio. Voilà, mais tout ça est quand même largement industriel. Alors certes, il y a des petits potagers, enfin, vous en parlez très bien, il y a des circuits courts, etc. Mais c'est pas la majorité, en tout cas dans les pays riches. Donc, si ce système vient à s'effondrer ou à se craqueler, eh ben, c'est nous qui va emporter avec tous ces fils. Et l'idée d'une autonomie, d'une transition aujourd'hui, c'est d'arriver à couper ces fils. Mais si on les coupe tout seul, ben on meurt. Enfin, moi, si du jour au lendemain, j'ai plus de bagnole, de carte de crédit et j'ai plus de magasin bio je sais pas trop. Enfin, on a un petit potager, mais c'est quand même ridicule, donc on va vite mourir de faim. Et l'idée donc de la transition et de l'autonomie, c'est une idée éminemment collective. C'est ensemble qu'on arrive à recréer des systèmes alternatifs pour couper ensemble ces fils. Mais avant de le couper, il faut le recréer. D'où les initiatives excellentes dont parle Alexis. Et en coupant, il faut célébrer. C'est aussi ça, c'est très important. J'ai beaucoup parlé, vas-y. Oui, on est là pour ça, t'inquiète. Donc, à propos du système global, ça c'est vraiment intéressant parce qu'il faut vraiment prendre un peu de distance, voir les choses globalement pour arriver à agir dessus. Donc, un exemple, par rapport à ce bouquin-là que j'ai fait, ces enquêtes, je me souviens à un moment donné d'être passé à la télé avec ça, je racontais, puis après quelqu'un qui m'avait vu, qui m'a dit « Ah, c'est intéressant ce que tu as dit, hein. » Mais il y a quand même quelque chose qui est pas réaliste. Hein. Tu parles un peu du bio, comme ça, pour tous, mais c'est cher le bio, c'est plus cher. Donc, tout le monde ne peut pas en avoir. C'était tout à fait logique dans le système dans lequel on est. En effet, le système dans lequel on est fait qu'il y a du bio qui est vendu plus cher, qui est vendu dans des magasins spécialisés, et dans ces magasins spécialisés, on les trouve un peu dans les centres-villes. Ce qui fait que parfois, il y a des ricanements du genre, voilà, le bio, c'est pour les bobos de centre-ville qui ont les moyens de se le payer. Bon. Et l'association VRAC, dont je parle dans ce bouquin, arrive à distribuer, à vendre des produits bio, même si c'est pas le but. Un produit bien fait, dans des pratiques agricoles durables, c'est tout à fait aussi bon. Et parfois, il y a du bio de supermarché qui est désastreux en termes écologiques. Mais ça, c'est encore notre problème. Bon, donc, il y a moyen de vendre des produits bio à des prix très peu chers.
voire même moins cher que dans des supermarchés. Mais comment on s'y prend ? On ne s'y prend pas avec un système tel qu'il est. Il faut réinventer les circuits de production et de commercialisation. Et par exemple, pour cette histoire de vrac, s'ils arrivent à vendre des produits de bonne qualité qui peuvent être bio à des prix très très peu chers, c'est parce qu'ils vont chercher directement chez les producteurs. Et des petits producteurs. Le petit producteur, en France, il n'est pas à la hauteur des modes de commercialisation de la grande distribution. Le petit producteur, il est écrasé. Il est complètement soumis aux fluctuations des prix, etc. Et donc, il est un peu étranglé. Si ce petit producteur peut avoir un débouché assuré de ses productions, donc là, par exemple, cette association VRAC, à Lyon, il y a l'exemple d'une ferme dans le Pilat qui produit des fromages de chèvre, vraiment le truc classique. Bon, il y a, je ne sais plus combien, entre le quart ou peut-être le tiers de leur production qui va aller à VRAC. VRAC ne va pas essayer de faire varier les prix, de les faire baisser, etc. Donc il y a une sorte de revenu fixe qui est lié à cette association de distribution. Voilà. Donc si on change le mode de commercialisation, on permet non seulement à des consommateurs d'avoir accès à des produits de qualité, mais en plus on permet à des producteurs qui produisent ces aliments de qualité de vivre. Mais on a changé le mode de commercialisation. Le mode de commercialisation des produits alimentaires est toxique pour tout le monde. Est toxique pour le consommateur, c'est les produits ultra transformés, la malbouffe, etc. Est toxique pour les producteurs qui font bien leur boulot, parce que ils sont pas à l'échelle de la grande distribution. Donc là, tout le monde y gagne, mais il faut absolument démonter les circuits. Alors juste pour préciser, vrac, c'est pas de la vente en vrac, parce que des fois on fait la confusion. Et la beauté de ce que Boris Tavernier a mis en place avec son équipe, c'est qu'ils sont rentrés par la qualité en fait. Ils s'en foutaient du bio, et qu'on est allé vers des populations plutôt défavorisées, dans des quartiers lyonnais où c'était compliqué. Je pense que c'est intéressant aussi tout à fait, ouais. Mais parce que finalement, dans les cités qui sont autour, quand je dis cités, je dis ça avec un mot simple, mais que tout le monde comprend, c'est les barres d'immeubles autour des villes, là où finalement il y a de la pauvreté, de la précarité, voire de la délinquance, etc. Enfin, c'est des quartiers difficiles. Et bien, dans ces endroits-là, c'est un désert commercial. C'est-à-dire que ça va être Lidl qui va s'implanter, ça va être des supermarchés low cost, etc. Bon. Donc du coup, les gens qui habitent là, en plus, ils sont un petit peu isolés du reste du centre-ville pour des problèmes de transport. Bon, ils ne vont pas aller en ville, jusqu'en ville, pour aller acheter de ces produits alimentaires de qualité qui en plus sont à des prix élevés puisque ça s'adresse à un public de centre-ville. Donc là, il y a quelque chose qui manque. Et l'association VRAC, alors VRAC ça veut dire vers un réseau d'achat en commun, finalement va apporter ces produits alimentaires dans les cités. C'est-à-dire, il y a un catalogue, les gens font une commande sur le catalogue, et tous les 15 jours, ils sont livrés dans un centre social. Donc à partir pour le coup, de produits en vrac, donc avec aussi économie sur le conditionnement. Donc ça c'est aussi important parce que on imagine toujours, oui, de toute façon, les gens dans les cités, ils ont d'autres problèmes que de manger du bio. N'empêche que quand arrive à un prix raisonnable, avec un mode de commercialisation adapté, des produits de qualité, les mères de famille, parce que c'est souvent les mères de famille qui s'en occupent, arrivent en disant « Ah oui, mais j'adore ces produits parce que je veux bien faire manger à mes enfants. » C'est-à-dire des motivations totalement banales, ce sont les motivations que tout le monde a. Et que cette espèce de fragmentation sociale où on mépriserait un peu les pauvres, on se moquerait un peu des riches, etc. Non, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des balivernes électorales. Donc, il y a un appétit pour la qualité, mais il y a un problème de désert commercial et de circuit de distribution. Donc, là, ce réseau VRAC, ce groupement d'achat, permet de diffuser ces produits-là à des gens qui en ont tout à fait envie.
Voilà. Alexis, est-ce que tu peux dire où ça existe en France? Est-ce que parmi vous, qui connaissait le réseau VRAC? Alors, ça existe à Lyon. Une personne. C'est le berceau. C'est l'origine. Je suis très élogieux sur VRAC parce que je connais un peu, je connais les gens qui le font, tout ça. Donc, on l'est tous les trois. Ça me touche. On est à fond tous les trois de cette initiative. Et ça a essaimé dans une douzaine de villes de France. Alors, je ne vais pas toutes m'en rappeler, mais bon, il y a Bordeaux, il y a Paris, il y a Strasbourg, il y a Marseille non, mais non, j'ai déjà dit. C'est les grandes villes en fait. Des grandes villes. Lille. En fait, au départ, c'est pour des quartiers en difficulté, c'est des quartiers de banlieue. Donc voilà, mais pour l'instant c'est ça. Pour l'instant c'est les cités et c'est très porté les étudiants par aussi. Il y a aussi également un VRAC étudiant parce que l'étudiant est précaire et puis ça s'arrange pas avec les temps que nous vivons. Donc c'est quelque chose qui essaime et d'ailleurs VRAC a reçu des fonds de France Relance pour développer encore plus ce réseau. Donc c'est quelque chose qui est d'utilité publique. Merci. Je veux juste préciser une chose. La part de bio vendue en France, elle est majoritairement dans les grandes et moyennes surfaces. Et il faut savoir qu'il marche beaucoup plus sur la bio que sur le reste. Donc c'est quand même intéressant à savoir. Il y a un livre qui vient de sortir chez Tana Édition sur fake or not autour de manger. Voilà, donc à savoir. Hein. Et en fait... Moi, je suis très interpellée par ce que tu nous as partagé, Pablo, sur plusieurs choses. La première, c'est que finalement, jusqu'en mars 2020, on avait l'impression que la question de l'alimentation était finalement assez éloignée des préoccupations des Français. Je ne parle pas des personnes que tu as rencontrées, pour qui c'est un sujet tous les jours. Quand on a 3 € ou 5 € par jour pour se nourrir, je pense que c'est un vrai sujet, sachant que la plupart ne mangent pas 3 fois par jour, etc., etc. Mais la majorité des Français était assez éloigné, c'est-à-dire que depuis la génération de nos grands-parents, je pense qu'on s'est petit à petit éloigné de cette question alimentaire, qu'on l'a prise en plein dans la gueule au mois de mars l'année dernière. Il y a eu plein d'initiatives qui se sont mises en place. Et puis finalement, business as usual, les habitudes reviennent, les comportements reviennent. Et je ne sais pas, toi, vous deux d'ailleurs, quelle analyse vous avez. Finalement, on a touché du doigt cette vulnérabilité, on a compris les enjeux. C'est vrai qu'en plus... les problèmes de santé pour les personnes obèses, enfin voilà, il y a eu plusieurs facteurs qui nous ont confrontés à une forme de fragilité réelle dont on n'avait pas conscience. Et finalement, quand tu interroges, j'ai entendu Chifolo il n'y a pas très longtemps sur Inter qui dit qu'en fait tous les réseaux circuits courts ont été abandonnés petit à petit, tout ce qui avait été mis en place pour finalement pallier à ce besoin de se nourrir localement. Voilà, c'était la bonne nouvelle. Tu voulais remonter l'ambiance. Mais en fait, non. Alors moi, je pense que c'est acquis, c'est-à-dire il y a quand même une mémoire sociale, socio-écologique des chocs. Même s'il y a un retour de bâton et on revient vers l'industriel, je pense que beaucoup ont compris ou se sont convertis, entre guillemets, ou sont conscients des risques et sont allés vers plus de local. Mais c'est vrai que la puissance du système industriel est indéniable. Quand je dis puissance, c'est que voilà, il y a des coûts, des marges qui sont baissées, des coûts plus bas. C'est difficile d'entrer en compétition. Et puis avec une telle abondance de produits et de sucre aussi, de produits sucrés de mauvaise qualité. Et le sucre, c'est vraiment une pompe. Enfin, ça active la pompe à dopamine. On en parlait ce matin, et c'est hyper dur d'arrêter. En fait, on est complètement addict, on est toxico. On est drogué. Au sucre, au pétrole, à la maloupe. C'est très très compliqué d'un point de vue neurologique. Il faut voir les bouquins de Sébastien Boller là-dessus, le bug humain, qui est très parlant. Après, je pense que c'est quand même en mémoire. C'est-à-dire que au prochain choc, on va se souvenir qu'en mars 2020, il y a eu un confinement. On va se souvenir qu'on a pris conscience qu'on pouvait avoir des ruptures de système alimentaire, de chaînes d'approvisionnement, de rayons de supermarchés vides, alors qu'on croyait que c'était dans les pays soviétiques. En fait, non, ça peut arriver chez nous. Ah oui. Et donc, moi, je me souviens, moi, j'habite à la campagne, une sorte de vallée pas très peuplée, un peu agricole, mais bon, voilà, on a vu les supermarchés vides. On s'est battu pour maintenir le marché parce que la préfecture voulait fermer à cause du Covid. Non, on dit on maintient le marché, on a soutenu nos producteurs locaux. On s'est mis à acheter des produits chez les voisins alors que
Bon, on connaissait pas forcément les voisins, on savait qu'ils produisaient un peu de brebis, un peu de ça, de ci. Bon, ok, et ben on va les soutenir, et puis ça a renforcé le local. En fait, ce que je veux dire, c'est que la mondialisation, elle nous a appris que pour se protéger des chocs locaux, ponctuels, il fallait du global. Par exemple, s'il y a une sécheresse quelque part, s'il y a une mauvaise récolte, je sais pas, là, dans la Drôme, là où je vis, ben on pourra avoir des denrées de Bretagne, d'Espagne, voilà. Ça, c'est la mondialisation. Le global nous protège en quelque sorte des risques locaux. Et c'est l'histoire du commerce et de l'humanité. Très bien. Mais là, on est allé tellement loin que ça en est devenu risqué et toxique et on est vulnérable. Et ce qu'on découvre avec la pandémie, mais qu'on savait déjà, hein, les scientifiques le savent, tout le monde le sait, nos grands-parents pendant la guerre savaient, c'est que contre les chocs globaux, c'est le local qui nous protège, qui nous rend résilients. On l'a vu avec la pandémie, c'est typiquement un choc systémique, mais il peut y en avoir d'autres. Hein. Il y a des blackouts, il peut y avoir encore des pandémies, il peut y avoir une crise économique, financière, etc. Il peut y avoir une grève générale. Ça, en Angleterre, il y a eu des cas où les camionneurs ont refusé d'acheminer l'essence dans les stations essence. Ben, en 3 jours, c'était la folie. Donc les opérations chirurgicales annulées, des gens au chômage technique. Au bout de 5 jours, il y a l'armée dans la rue qui prend les camions et qui force les gens. 5 jours, hein, c'est extrêmement vulnérable, ces systèmes. Donc finalement, on va revenir un peu vers le local. C'est pas tout local, c'est revenir un peu à un équilibre, un peu de bon sens, sachant que les risques systémiques seront de plus en plus fréquents et violent. Et je pense que la mémoire, c'est comme les chocs, hein, les animaux. Au début, on est là, oh, une pandémie, qu'est-ce que c'est que ça? Alors on apprend, le gouvernement a mal agi, tout ça. Mais finalement, on apprend des crises, et en espérant que ça va un peu déstructurer aussi la puissance industrielle et nous apprendre à aller vers plus d'autonomie, de local, etc. Je pense que mécaniquement, on y va, sachant que c'est aussi un combat politique qui est en jeu là. C'est une lutte, quoi. Sachant qu'un des enjeux, c'est qu'on est allé de polyculture, élevage, on va dire, après la guerre, à une spécialisation des régions. Et donc, on s'est quand même beaucoup éloigné de cette autonomie qu'on est en train d'essayer de recréer. Mais ceux qui veulent recréer, on a un enjeu du foncier. Enfin, on a plein d'enjeux qui font que c'est quand même difficile. Il y a énormément de verrous. C'est ce qu'on appelle les verrous sociotechniques, mais ça peut être juridique, psychologique, économique, qui font qu'on ne peut pas revenir très facilement ou tourner le volant, c'était la métaphore de la voiture, pour entamer une transition. Parmi les verrous, le bail à ferme, enfin il y a plein de choses. En fait, en se spécialisant, les grandes régions du monde ont créé un système économique efficace, mais ce qu'on a gagné en efficacité, on l'a perdu en résilience. On est devenu, avec les flux tendus, on a enlevé les stocks parce que ça coûte cher, voilà. Et du coup, c'est super efficace, mais c'est hyper fragile. Donc revenir vers de la résilience, ça veut dire revenir vers de la redondance, de la diversité, des stocks, tout ce dont ont horreur les économistes et les actionnaires, enfin tous les gens qui veulent faire du fric, parce que ça coûte cher. Mais au moins on protège aussi les populations. Donc la sécurité alimentaire, c'est une question de pauvres, d'accès à la nourriture, de dignité, etc. Mais aussi, on ne le sait pas, global, des pays pauvres et des pays riches et de toutes les classes sociales, quoi. Je parlerai après, mais j'ai parlé beaucoup d'un nouveau type de risque systémique qui est apparu, c'est j'en parlerai après, sauf si tu veux. Je crois qu'Alexis voulait rebondir et après c'est un peu pour la même chose, c'est-à-dire que le sucre, c'est amusant. Je me dis qu'il est possible que dans 20 ans, si les choses vont bien, on ait les mêmes restrictions sur le sucre que sur le tabac. C'est-à-dire qu'il y a probablement plus de morts dues au sucre, l'air de rien, sur une période de 20-30 ans, par le diabète, etc., que pour le tabac. Donc c'est vraiment... Il y a 50 ans, on n'imaginait pas qu'on allait interdire de fumer dans des tas d'endroits. C'est vrai que ces histoires de vastes systèmes agro-industriels, bon, il est très efficace en effet, et c'est vrai que il nous fournit des tas de trucs. On ne voit pas le problème. S'il n'y a pas une crise, on a l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut, ça fournit énormément, c'est l'abondance, on ne se pose même plus la question de comment c'est produit.
Bon, en effet, c'est fragile. Et puis, ça ne permet pas aux gens de vivre. Alors, moi, je pense à une région qui est pas loin d'ici, qui est le Bugey. C'est là que j'ai grandi. Et, donc, c'est une région un peu, un peu vallonnée. Il y a de la moyenne montagne, etc. Ça a été agricole. Ça a été agricole, polyculture, élevage. Chacun faisait un petit truc, etc. Bon, cette région, clairement, n'est pas compétitive sur le marché international des produits agricoles. Mais les derniers agriculteurs sont dans un effort désespéré d'essayer de s'agrandir pour pouvoir compter un peu. Et ce qui fait qu'il y a une grosse difficulté pour des jeunes pour s'installer, parce que justement, il n'y a pas l'accès au foncier. C'est très difficile. Alors, j'ai l'exemple de 2 expériences, une de maraîchage, une de culture de céréales pour produire du pain, qui ont pu s'implanter, qui ont pu avoir des terres, mais parce qu'à un moment donné, il y a des maires qui ont insisté auprès de propriétaires qui partaient à la retraite et qui vendaient, qui ont insisté pour qu'ils vendent à des petits jeunes et non pas à des gros qui essaient de grandir pour être finalement le dernier qui survit, pour continuer à vendre en masse sur le marché international des céréales. Et ces 2 expériences fonctionnent très très bien, c'est-à-dire ça crée plusieurs emplois, c'est vertueux écologiquement, etc. Mais et c'est parce qu'il y a aussi une vente directe, et c'est la seule façon pour une petite exploitation de survivre maintenant dans une région qui n'a pas de grande plaine céréalière, c'est de faire une petite structure et de vendre le plus directement possible. Et quand on y arrive, ça marche plutôt très très bien. C'est-à-dire que le grand système agro-industriel est tellement perfectionné, mais il est tellement grand qu'il exclut totalement les petits qui finalement sont les seuls à faire des produits de bonne qualité, mais ils ne peuvent pas subsister dans ce système-là. Donc c'est vrai que là, on est arrivé à une extrémité, puis à un truc un peu dingue. Alors, on a évoqué le bio. Bon, le bio de supermarché, il répond qu'il y a des charges. Okay, c'est-à-dire qu'on a des critères, les cases sont cochées, tout va bien. Mais il y a des tas de choses qui ne sont pas prises en compte dans l'évaluation d'un produit bio. Par exemple, l'aspect écologique global, l'aspect social, l'aspect... Et donc quand on voit que dans la mer de plastique du sud de l'Espagne, cette espèce d'endroit très étrange, quand on peut le voir sur Google Maps, on a l'impression qu'il y a une sorte de banquise. Donc ce sont les serres où sont produits les tomates et toutes sortes de légumes et qui sont vendus dans toute l'Europe par des noyades de camions. Il y a dans ces serres des productions bio. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais, etc. Mais il y a toujours une exploitation de l'eau complètement délirante, une exploitation sociale terrible. Enfin, c'est une catastrophe globale, mais ça correspond à un produit bio qui peut être vendu pas cher au supermarché. Donc là aussi, le grand système agro-industriel et de grande distribution, finalement, pervertit ces initiatives bio, ces initiatives qui sont au départ vertueuses. Donc on est dans un système qui est assez toxique à tout point de vue, comme c'est ce que tu disais, et peut-être la seule façon de revenir à quelque chose de vertueux et quelque chose qui soit sain, qui soit une alimentation de qualité, c'est peut-être ne pas participer à ce grand système et réinventer des modes de distribution et de commercialisation. C'est-à-dire que dans le système agro-industriel, il n'y a pas de place pour le bon produit. On s'en fout du bon produit de toute façon. Ça me fait rebondir sur quelque chose. Il y a quelques années, on essayait, avec des amis, de développer une sorte de label idéal. Parce qu'en fait, souvent, j'entends aujourd'hui qu'on oppose bio et local. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et puis bio et bio. Il y a le cahier de... Il y a le bio, déjà, il y a la bio. Voilà. Déjà, il y a c'est bien subtil. Il y avait le cahier des charges français, le cahier des charges européen qui a été dégradé, il y a eu Biocohérence qui a refait un nain, il y a Nature et Progrès, il y a Déméter. Il y a plein de labels, on s'y paume. Les labels arrivent, pourquoi ? Les labels, c'est pour créer de la confiance. Quand il y a plus de confiance, quand on est des petits producteurs locaux entre voisins, on connaît la confiance, on n'a pas besoin de label. Là, le label, c'est une invention de l'industrie parce qu'elle n'a plus la confiance, donc elle doit recréer artificiellement la confiance. Bref, mais essayons de jouer à un jeu là. Comment on ferait un label idéal ? Bio, ça veut dire quoi ? Idéalement, bio, c'est prendre soin de la planète, donc éviter les produits toxiques.
Il y a une autre manière de prendre soin de la planète. Il faudrait un double label. Vous avez une idée? À part les produits chimiques, comment on prend soin de la planète? On recrée le yaourt qui fait 7000 km. Les transports, ouais. Le transport, donc local. Déjà, c'est un angle droit, quoi. C'est l'un et l'autre. Il y a autre chose, tu en parlais, c'est-à-dire qu'on peut produire du bio en exploitant son voisin ou son prochain ou des sans-papiers. C'est pas un critère, donc répertorié en fait. Et c'est très commun. Donc, il y a un troisième axe qui est prendre soin de l'humain. Donc les produits équitables, il y a plein de labels qui se développent. Déjà, c'est balèze. Mais il y a un quatrième axe que je vois aussi, on en a parlé avec le sucre, c'est arrêter de bouffer de la merde. Parce que du sucre, on peut le produire bio, équitable et local. Donc, finalement, il y a 4 axes complémentaires, et c'est pas l'un ou l'autre. On est dans une société du ou, mais pas du tout. Il faut aller vers du et. C'est-à-dire que on peut avoir une sorte de pâte à tartiner au chocolat, bio, équitable, socialement responsable, local et tout, mais c'est juste de la merde pour notre corps. On peut avoir un produit très très bon, très très sain, avec plein de vitamines et tout, mais qui a exploité son voisin, qui vient de Nouvelle-Zélande ou je sais pas quoi. Donc c'est ça l'effort à faire, et du coup le problème c'est qu'on met la responsabilité sur le consommateur. C'est à nous de nous prendre la tête pour refaire des labels, pour recomprendre tout. On va passer 10 fois plus de temps à voir les étiquettes et tout. Et finalement, comment dire, c'est utile, d'accord, le petit colibri, il fait sa part, mais en fait, c'est vraiment une lutte systémique, je veux dire politique. On n'aurait même pas besoin d'aller vers ces super labels, quoi. C'est vers ça qu'il faut aller, vers une disparition des labels. Mais avant, peut-être qu'il faut passer par là. Je ne sais pas comment le dire. Alors, à propos, je ne sais pas si ça résout les choses, mais c'est une idée qui me vient. Donc, j'ai un ami qui est architecte et qui s'occupe de, surtout du tertiaire, des bureaux, choses comme ça. Et il voulait créer, il a créé une sorte d'association pour travailler sur des bâtiments à haute valeur environnementale. Voilà. Et là, il dit que le problème du bâti environnemental, du bâti vertueux, etc., les labels, c'est pas efficace. Parce que quand on a un label, on va tâcher de cocher les items du label, et après, on pense peut-être pas à l'essentiel. Et pour lui, l'essentiel, en tant qu'architecte, c'est l'habitant, c'est l'habitabilité de son bâtiment. Et ça, c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte par les labels. Et donc, lui, ce qu'il voulait faire, c'était non pas de faire un label qui s'applique aux bâtiments, mais de faire un label qui s'applique aux entreprises. De faire le pari qu'une entreprise vertueuse fera des bâtiments vertueux. Ça change totalement les choses. On a un petit peu de méfiance vis-à-vis de ça, mais finalement, c'est mesurer la confiance. Parce que finalement, cette confiance, c'est la seule chose qui permet d'être sûr que ce qu'on mange ou ce qu'on habite, si c'est question des bâtiments, sont de bonne qualité. Mais c'est vrai que cette histoire de normes et de labels, c'est plein d'effets pervers. Et c'est ce qui nous mène au cerf bio d'Espagne. Tu voulais nous parler d'autre chose tout à l'heure? Alors, parce comme que le temps va passer, à casser l'ambiance, moi je voulais continuer à casser l'ambiance. J'adore les mauvaises nouvelles. Ça met et puis comme après, un grand malaise dans la salle et j'adore les grands malaises. Une dernière question aussi de casser d'ambiance après. Non, comme ça on peut remonter, il faut toucher le fond de la piscine pour remonter. Non, en fait, on a découvert avec Raphaël Stevens, avec qui j'avais écrit les livres sur la collapsologie, on est toujours passionné par ça et de temps en temps il y a des petites pépites qui sortent dans la littérature scientifique. Et on a découvert un nouveau type de risque qui s'appelle en anglais le breadbasket failure. C'est le risque systémique la chute du panier de pain. En fait, dans le monde, donc la mondialisation a fait qu'il y a quelques grandes zones du monde qui produisent des céréales. Et vous savez que maintenant, la majorité de l'alimentation mondiale, immense majorité, c'est juste 4 ou 5 cultures. Vous avez blé, maïs, soja et j'en oublie, je sais plus, j'ai noté quelque part, riz, ouais. Et donc c'est les breadbaskets, c'est les zones comme ça en Russie, en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, en Chine, en Inde, qui produisent 3/4 des rendements, de la production mondiale.
Et ce qu'il y a, c'est que parfois, il y a un aléa naturel, une catastrophe qui fait qu'il y a une baisse de rendement brutale sur l'un des paniers. Par exemple, en 2010, en Russie, si vous suivez un peu les mauvaises nouvelles, il y avait eu une sécheresse très grave qui avait amputé de 1% le PIB de la Russie. Ils avaient une baisse de rendement de blé. Ils avaient même renoncé à leurs exportations cette année-là, tellement c'était grave, et ça a amputé le PIB de 1%. C'est énorme. C'est quoi le PIB déjà? Non, je rigole. Oh, naïve. Non, mais parce déjà que je tellement rigole. dans le monde nouveau que... Non, parce que je rigole tellement des Non. indicateurs, tellement. Non, mais c'est énorme. Donc, en fait, le nouveau risque, c'est que tous ces paniers à grains, ces greniers à grains, grenier, c'est ça, failure, comme on dit, nous fassent défaut en même temps. Et en fait, c'est déjà arrivé, et les climatologues montrent qu'il y a de plus en plus de risques, donc il y a des modélisations, et aussi, ils ont observé qu'il y a un mouvement, alors comment il s'appelle ? Les ondes de Rossby. C'est un phénomène climatique qui est une sorte de grand mouvement ondulatoire climatique qui fait que plusieurs greniers mondiaux peuvent être impactés en même temps et donc avoir des chutes de 5 à 10% de rendement de manière systémique, ce qui fait exploser les prix et ce qui perturbe, émeute de la faim et perturbe la bourse de Chicago, perturbe toute l'économie mondiale et donc qui fait des impacts politiques. Et donc voilà, les études montrent que, alors je vous ai amené les chiffres, par exemple, risque de perte de production simultanée de plus de 10%, donc ça paraît pas beaucoup 10%, mais c'est un énorme choc systémique. Aujourd'hui, ça arrive, mais c'est assez peu fréquent et faible, mais si on a plus 2 degrés de réchauffement global, il y aura plus 7% de risque, et si on a plus 4 degrés, plus 86% de risque. Ça veut dire que ça va devenir la règle, la norme au fil du siècle. Et donc là, on a un grave problème. Mais il vient d'où ce problème ? On en a parlé tout à l'heure. C'est toujours la logique industrielle qui veut qu'on homogénéise, on pense à grande échelle. Pour moi, c'est l'axe du mal, c'est la grande échelle, mais c'est tout un grand débat, Illich et tout ça. Bon, on en parlera une autre fois. Des processus linéaires. Quand on dit l'ennemi, c'est l'industrie, en fait, c'est un mode de raisonnement linéaire, homogène, industriel, efficace. L'efficacité, voilà, à un moment, ça peut être toxique. Et j'avais mis, c'est dans mon rapport en 2014, et basé sur le secret. Les entreprises, elles ont des brevets, elles ne veulent pas que le concurrent... Quand on est dans un monde de compétition, on favorise le secret, et, alors que la transparence est beaucoup plus favorable à la résilience. Donc finalement, on a un monde global en monoculture, centralisé, homogène, linéaire, et qui fonctionne avec le secret. Ça, c'est la logique industrielle. C'est ça qui est devenu hyper toxique. Et aller vers un monde plus, je ne dis pas totalement, mais plus local, diversifié, modulaire, décentralisé, cyclique, transparent et basé sur les collectivités locales et l'entraide. Voilà, on a déjà l'horizon, mais c'est hyper dur parce qu'il y a des verrouillages, parce qu'on est drogué au sucre, parce qu'on est drogué au pétrole. Ça ne va pas être facile, en fait. Donc les solutions sont là, et il faut s'organiser. Et il faut surtout, pour moi, j'en termine là, on va arriver dans une grande période de sevrage. Et le sevrage, c'est hyper balèze. C'est pour ça qu'il y aura des reculs. Là, si à un moment, il y a la reprise, comme on dit, après post-Covid, tout le monde va se gaver, mais c'est normal. Les Cubains, ils ont eu 10 ans de privation dans les années 90. Ils appellent ça le periodo especial, quand l'Union soviétique s'est effondrée, ils se sont effondrés à Cuba, avec l'embargo états-unien, vous savez. Ils ont fait une transition agroécologique incroyable, vraiment remarquable, où on a beaucoup d'enseignements à tirer de ça. Mais là, quand ils voient, avec toutes ces privations, quand ils voient la Floride, les voisins cubains qui sont partis s'exiler en Floride, bon, c'est la gabegie, ils se gavent, et ils arrivent à voir une télé pirate, et ils voient comment en Floride ils se gavent, mais il y a un ressentiment, il y a une sorte de... Et le ressac est terrible. Si le vélo à Cuba s'est déployé dans les années 90, parce que voilà, ils n'avaient plus de pétrole, là, ils ne veulent plus entendre parler du vélo, quoi. Ne leur parlez plus de vélo aux Cubains. Donc, on va aller vers une sorte de
de zigzag, où on va faire des efforts de sinusoïde, mais en déclin global. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin les uns des autres. C'est pas parce qu'on revient vers le sucre et on lâche un moment que voilà, c'est la catastrophe. Et faut comprendre aussi, je pense, avoir un peu d'empathie, de compassion pour nous tous qui sommes des drogués en fait, au sucre, au pétrole, etc. Au PIB, enfin plein de choses. D'où l'entraide. Ou au sexe, il paraît que c'est. Ouais, mais bon. Est-ce que D'où le l'entraide. triatome Merci Pablo. J'aimerais juste avant qu'on vous passe le micro, on a encore un tout petit peu de temps. Moi, dans le bouquin, ce que j'ai vachement trouvé extrêmement intéressant, c'est la déconstruction autour de l'histoire de l'aide alimentaire. Je vais juste lire 2-3 phrases extraits du livre et je veux bien que tu réagisses parce que je trouve que c'est un enseignement que nous n'avons pas. D'abord parce que nous ne le regardons pas. Vous êtes les premiers à dire, et tu l'as très bien exprimé, qu'on en a plutôt peur même de la pauvreté. C'est quand même assez éloigné. Voilà, au-delà de, voilà, on a plutôt fait des études, on vit en ville, etc., etc. Donc ce qui est dit dans le livre, c'est que l'aide alimentaire, c'est un rouage méconnu de l'économie sans laquelle le système agroalimentaire français ne saurait pas quoi faire de ses surplus et de ses invendus. Et vous avez caractérisé la pauvreté comme étant un acteur économique dévalué aux yeux de tous, qui confère pourtant de la valeur à des produits qui seraient autrement considérés comme des déchets. Le pauvre est utile à la société qu'il débarrasse de ses déchets alimentaires et de sa mauvaise conscience. Ouais, alors ça c'est quelque chose qu'on a vu, de nos yeux vus, en allant visiter une banque alimentaire. C'est-à-dire que la banque alimentaire, c'est quelque chose qui est, dans le principe, c'est très bien, c'est-à-dire on va récupérer des invendus, et plutôt que de les détruire, et on va les donner à des associations distributrices qui vont permettre de donner ces invendus à des gens qui en ont besoin. Bon, dans le principe, ça a l'air très très bien. Mais c'est vrai que c'est quoi les invendus ? Les invendus, c'est les trucs dont on n'a pas voulu, c'est les trucs qui sont en trop. Et c'est vrai que dans un entrepôt de banque alimentaire, il y a de tout, mais il y a des tas de trucs qui sont vraiment de la malbouffe, quoi. Il y a vraiment des... Alors oui, et là, il y a quelque chose d'un petit peu tordu. C'est-à-dire que comme ces banques alimentaires dépendent de ce qu'on leur donne, elles ne choisissent pas ce qu'elles vont ramasser. Donc elles acceptent tout. Et après, les associations distributrices aussi, elles dépendent de ce qu'on leur donne, donc elles acceptent un petit peu tout. Et puis après, il y a une sorte de vision du bénéficiaire, du pauvre. On lui fourgue un truc que personne n'a choisi, mais c'était en trop, on va lui donner. Et puis on va s'attendre à ce qu'il dise merci, quoi. Et s'il ne dit pas merci, c'est un ingrat et c'est un mauvais pauvre. Et puis on dit, il y a une sorte de raisonnement un peu tordu qu'on a entendu plusieurs fois. Oui, quand on a faim, on est bien content d'avoir ça. Et c'est quelque chose qui est terrible. Même une fois, on avait entendu, je raconte dans le bouquin, oui, il y a des produits qu'on n'arrive pas bien à écouler, par exemple tout ce qui contient de la charcuterie. Alors, on ne sait pas de qui on parle, bien sûr. Et la personne qui nous explique ça, qui est professionnelle de la banque alimentaire, qui dit, oui, quand même, on pourrait imaginer que si on a faim, on passe par-dessus certaines choses. Mais ça veut dire quoi, certaines choses ? Ça veut dire des grands principes, on va dire, religieux, spirituels, sociaux, etc. Passer par-dessus, ça veut dire quoi ? L'être humain ne mange pas n'importe quoi. C'est de la nature de l'être humain. La nourriture, c'est pas du carburant. La nourriture, c'est un grand système symbolique. Donc, on ne mange pas n'importe quoi. Et imaginez que les pauvres pourraient manger n'importe quoi parce qu'il y en a, parce que c'est quelque chose qui est à la fois très méprisant et qui permet à personne de sortir de cette pauvreté. Et c'est vrai qu'on a vu, en fait, dans ces entrepôts, des tas de choses qui sont cette malbouffe produite par l'agro-industrie et qui s'accumulent là parce que ça ne s'est pas vendu. Mais du coup, la grande distribution ne se pose pas le problème de savoir s'il faut en vendre, pas en vendre, peu importe. Si on n'en vend pas, si on ne vend pas tout, on fourguera ça aux banques alimentaires, en plus on défiscalisera, et ça marche, ça continue de fonctionner. Et c'est le personnage qui est là sur la couverture du livre,
C'était dans le sud-ouest. C'est un type qui nous dit qu'il avait 1 euro par jour et par personne dans sa famille pour manger. Donc ils avaient créé un jardin partagé, etc. Enfin bon, ils s'étaient débrouillés pour avoir de la... Et c'est lui qui avait dit, il nous avait dit, nous dans les banques alimentaires, on nous dit, vaut mieux ça que rien. Et là, il tape le poing sur la table et il dit, moi je dis, il vaut mieux rien que ça. Et c'est lui qui avait dit, nous sommes finalement les cochons en bout de circuit. C'est-à-dire, là, on va finalement liquider tous les excès, tous les surplus d'une agro-industrie qui produit des choses dégueulasses, et à tout point de vue. Donc, du coup, il y a quelque chose qui est assez tordu dans ce système, où le pauvre va en effet permettre d'écouler du surplus. Bon. Alors, il faut arriver à sortir de ça. Et c'est vrai que ces groupements d'achat qu'on a pu voir, ce sont des gens qui vont se mettre ensemble dans un souci d'empuissancement, pour traduire l'anglais, pour trouver des circuits, pour produire quelque chose, pour finalement en finir avec ce système infernal qui produit de façon toxique des produits toxiques. Voilà. Et donc c'est plein d'initiatives, d'expériences qui sont très locales, qui sont des inventions de terrain, et ça nous paraissait important de les dire, de les raconter, de les rendre publics. Ouais, juste, il y a un ami qui me disait la malbouffe aujourd'hui dans le monde, c'est les pauvres des pays riches et les riches des pays pauvres. Ils sont dans la malbouffe. C'est assez intéressant. Mais bon, bref, c'est pour dire que c'est un problème global. Après, il y a un concept, juste là, mais c'est 2 minutes, c'est un concept qui est intéressant pour penser les systèmes alimentaires. Et ça revient à la mode, enfin ça vient à la mode, parce que c'est de plus en plus prégnant, c'est le concept de désert alimentaire. Tu l'as un petit peu effleuré tout à l'heure. C'est le fait qu'il y a beaucoup ça en Angleterre, aux États-Unis, qu'il y a des zones entières qui ont que des distributeurs de chocolat, de Mars, de M&M's, ou des night shops, enfin des petits paquis du coin, enfin même de la nourriture industrielle en fait. Et à des kilomètres à la ronde, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il faut prendre la voiture, donc le pétrole, et puis là avec le prix du pétrole, etc. Et donc tout ça, c'est des zones qui ont été diagnostiquées, qui sont cartographiées, qu'on appelle déserts alimentaires, où il y a vraiment un effort à faire. C'est pour ça que ce livre participe justement de la réduction des déserts alimentaires. Quand je dis ça, c'est pas le Sahel ou le Niger, hein, c'est ici dans les pays riches, il y a des déserts alimentaires. On va prendre les questions. Moi, je ne vois rien d'ici, donc je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Super, pardon, je ne t'avais pas vu. Voilà, donc on a un quart d'heure, 20 minutes là, pour quelques questions. Si vous avez des questions suite à notre échange. Bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions. Ça me faisait penser à une bonne nouvelle pour le coup, mais de laquelle on n'entend pas beaucoup parler, au niveau des problèmes systémiques et de comment faire le lien entre le global et le local. Vous avez parlé beaucoup de solutions, et c'est hyper important. Et ce qui peut manquer, ou ce qui semble manquer, c'est peut-être les outils. Et par exemple, il y en a un qui est politique et juridique plus que tout, qui s'appelle... la Déclaration des Nations Unies sur le droit des paysans et des autres personnes qui travaillent en milieu rural, et qui a été écrit pendant 17 ans par un grand mouvement mondial qui est né en 93, qui est la Via Campesina, dont on n'entend pas beaucoup parler non plus, parce que c'est difficile, quand on est un agriculteur ou quand on est un habitant en France, de penser plus mondial. Et du coup, ce mouvement-là, qui a été initié en 93 pour lutter contre le fait que l'alimentation entre dans les traités de libre commerce, elle défend aussi une idée qui, je trouve, est peut-être plus forte que le terme de sécurité alimentaire ou d'autonomie alimentaire, qui est celui de la souveraineté alimentaire, et qui parle pas du point de vue de la consommation ou de la distribution, mais plus de la production et de comment choisir ce qu'on cultive selon son climat, selon sa culture. Et donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose de
fort et d'important. Et donc ce texte qui est nouveau, qui date de 2018, ça peut être un outil de pression aussi au niveau des... Enfin, autant pour les paysans que pour les habitants, en disant en politique, voilà un texte qui défend 28 articles qui sont essentiels pour changer notre système agricole, pour penser agriculture paysanne et dire que l'agriculture paysanne, ça devrait être l'agriculture de base, et dire que l'agriculture conventionnelle, en fait, c'est une agriculture poison, ça ne devrait pas être la norme. Et donc, cet été, il y a eu un mouvement entre plusieurs associations. C'était une caravane des droits paysans et du monde rural. Et donc, juste pour vous parler de ça, l'idée, c'était une initiative citoyenne et de parler au plus de monde possible de ce texte qui est assez incroyable. Et donc, vous pouvez le trouver soit sur le site de la caravane, soit sur le site de la Via Campesina. Et quand vous le lisez, c'est assez incroyable parce que ça défend tout ce qu'il faudrait pour changer de système et pour aller vers une agriculture qui permettrait de nourrir dignement la population selon sa culture, selon ses envies et selon ses besoins dans la dignité. Merci d'insister là-dessus, c'est vraiment hyper important. Et en fait, vous aurez dû venir sur scène, on aurait espéré respecter la parité. Non, merci, c'est vraiment un concept fondamental. Et je voulais juste rebondir là-dessus, quand même insister sur la sécurité alimentaire, parce que c'est un autre outil, un autre levier qu'on a ici en France. Je fais référence au travail de Stéphane Linou, qui est un élu vers Carcassonne, qui a beaucoup travaillé sur ce concept-là, parce qu'il y a 2-3 siècles ici en France, c'était une prérogative de l'État, des préfets. En fait, ils devaient veiller à la sécurité des populations, que ce soit les vols, les meurtres et tout, mais la sécurité alimentaire. Et en fait, depuis l'abondance, depuis l'avènement de l'agriculture industrielle, ils n'ont plus en fait ce cahier des charges. En fait, toute la France, l'État s'en fout de la sécurité alimentaire. Ça n'est plus à l'ordre du jour. Et c'est vraiment le travail de Stéphane Linou, c'est de remettre le concept de sécurité alimentaire ici, mais sérieusement. C'est-à-dire si on fait des stocks stratégiques, où ils sont, comment ils sont, est-ce qu'ils sont à grande échelle, dans quelle région, et il y a même c'est ça que je voulais aborder, il y a même un concept qui émerge aujourd'hui. Ça, c'est une brochure que des militants grenoblois m'ont transmis, mais je ne sais pas si c'est à Grenoble. C'est la sécurité sociale de l'alimentation. On a une sécurité sociale, on arrive, carte vitale, bip bip, on a des médicaments, on ne paye pas et tout, et il y a tout un système économique qui fait en sorte qu'il y a une redistribution, un partage, etc. Et pourquoi pas l'utiliser pour l'alimentation ? On a une carte vitale, bip bip, au magasin, et on a le minimum vital de l'alimentation. Donc il y a des économistes, des chercheurs, dont aussi Bernard Friot, que vous connaissez peut-être, qui a travaillé sur l'emploi et le salariat et tout, qui ont calculé que c'est tout à fait viable, que ça ne coûte pas si cher que ça, et le verrou est idéologique et politique, comme d'habitude. Oui, c'était pas une question, plutôt une information en rapport avec VRAC. Vers Chambéry, à Saint-Alban, il y a la Mandragore. C'est un groupement de producteurs locaux. Ils font du bio, mais ce n'est pas leur priorité. C'est plutôt de la biodynamie, des produits de qualité. Et voilà, derrière ça, il y a un gars qui s'appelle François, qui a mis beaucoup d'énergie, qui a mis ça en place. Et ça tourne très bien, donc c'est à 10 km d'ici. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais rajouter qu'à Chambéry, il existe aussi une coopérative de consommateurs qui s'appelle Écosystème. En fait, vous venez faire votre pub, c'est super. C'est le moyen de faire savoir. Bon, alors, sur un autre sujet... On ne vous entend pas, il faut vraiment mettre contre le menton, s'il vous plaît. Oui, sur un autre sujet, je voulais aborder le côté de la responsabilité des médias publics. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire pression sur les médias publics pour qu'il y ait de l'éducation populaire, entre autres sur l'alimentation, mais aussi sur les autres sujets, parentalité, santé et autres choses? Alors, il y en a qui créent des magazines pour essayer d'éveiller.
Il y en a qui s'occupent de magazines. Je me suis occupée du magazine Kaizen pendant 3 ans. Donc, La réponse est oui, évidemment, mais comment on fait? Le monde des médias est vraiment compliqué. Mais peut-être c'est-à-dire que le monde des médias est tellement entre les mains de, on va dire, de grands entrepreneurs riches. Mais vous savez, les médias publics, est-ce que c'est mieux Ils sont soumis aux mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à des contraintes d'audimat, etc. Est-ce que tu es allé parler beaucoup sur Inter, France Culture, etc., du sujet de aide alimentaire Ouais, même c'est... attendez, j'y réfléchis. 28 minutes, mais c'était sur les arbres. Ouais, c'est ça. Ouais. Si, c'est j'ai aussi fait 28 là-dessus. minutes sur celui-là, ouais. Voilà. Mais c'est un peu la rare émission qui nous fait passer... Mais autrement, c'est vrai que c'est pas... En fait, c'est vrai que c'est assez étrange qu'il y ait si peu d'émissions radio ou télé qui traitent de problématiques écologiques. Pourtant, c'est omniprésent dans les discours. Et c'est vrai que c'est assez surprenant la pauvreté des sujets écologiques, enfin la rareté plutôt des sujets écologiques dans les grilles télé ou radio. Bon, le problème, c'est que on en parle tout le temps, mais on dit ouais, mais ça va pas intéresser les gens. Enfin, il y a une sorte de paradoxe là. Mais c'est vrai que c'est un manque. Mais tous les sujets qu'on a parlé ici, en fait, passent sous le radar. La sécurité alimentaire en France, mais personne n'en parle. Ça paraît fou. Nous, depuis l'après-guerre, on est dans l'abondance. Donc c'est un non-sujet. Et un non-sujet aussi, c'est la qualité de l'alimentation. C'est un peu comme le PIB. Bon, tant qu'il y a de la quantité, ça va. Mais en fait, non, faut réapprendre à manger. D'ailleurs, contre les pandémies, les virus, bien dormir, bien manger, c'est quand même la base. Et personne n'a dit, enfin, j'ai pas entendu en tout cas, mais je suis pas à la télé, un politicien qui dit, dormez bien, mangez bien, et déjà il y aura moins de... il y a un peu l'idée que le manger, c'est un peu futile, c'est un peu en plus. Ce qui compte, c'est de pas mourir de faim. Mais bon, en France, à moins de clochardisation, il n'y a personne qui meurt de faim. Le problème en France, c'est une malbouffe, c'est une alimentation déficitaire en des tas de choses. Mais on ne se rend pas compte que c'est un problème. Enfin, on se rend pas compte. C'est su, mais c'est pas vraiment un discours public et politique que une mauvaise alimentation, c'est un problème social, c'est un problème sanitaire, c'est un problème global, et que c'est pas quelque chose qui est une petite frivolité en plus. Je me souviens un jour d'une phrase de Sarkozy, il disait oui, alors le bobo, c'est celui qui, dans les centres-villes, va avec son petit panier d'osier chercher des œufs frais. Bon, et ça, bien sûr, gros succès, on se moque, etc., etc. Mais bon, c'est aussi une façon de mépriser totalement cette idée de nourriture de qualité. La nourriture de qualité, c'est un problème social, c'est un problème sanitaire, c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'il y a une épidémie d'obésité et de diabète dans tous les pays occidentaux, et ce sont des maladies graves qui sont un problème social. Et ça, on ne veut pas le voir que c'est un problème social. Après, je pense, pour répondre à votre question, puis je pense qu'il y a une dernière question, il y a d'autres moyens que les médias publics. Je pense que depuis 1 an et demi, d'abord, il y a la jeune génération qui communique autrement, qui ont accès à de l'information, qui ont accès à des conférences en ligne. Enfin, je pense que pendant le confinement, tu n'as pas arrêté de faire des informations en ligne. Voilà, il y a d'autres moyens. Finalement, moi, j'ai plus envie d'écouter France Inter en ce moment, par exemple, parce que ce rabattage systématique de vaccination, etc., j'en ai ras-le-bol. Et donc, je me tourne vers d'autres manières de m'informer. Voilà, je pense qu'il y a aussi une évolution et que finalement, le média public n'a plus le rôle qu'il avait il y a peut-être 5, 10, 15 ans et qu'il y a d'autres manières de s'informer, se rencontrer publiquement. Je pense que dans ton coin, comme dans mon coin, moi, j'organisais pendant des années, j'habitais à Rambouillet, des rencontres, des films, des projections, de l'humain, de l'échange. Voilà, c'est d'autres manières. Et voilà, bon, il y a quand même la Terre au carré sur Inter, on va la reconnaître. Il y a quand même des émissions où on a la chance d'avoir accès à quand même quelques personnes chercheuses. Mais c'est vrai que la majorité, il faut aller ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres. Et puis il y a des magazines qui se créent quand même. Il y a une autre manière. Et il y a des livres. Et des livres, voilà, bien sûr. Allons.
Et la plupart des auteurs ont des tribunes aussi. Il y a de plus en plus de librairies qui interviewent les auteurs. Enfin voilà, il y a d'autres moyens. Je pense qu'il faut être plus créatif. On n'a pas trop le temps, je pense, mais j'aurais aimé savoir comment l'association VRAC arrivait à donner des produits de qualité à des prix compétitifs. Parce que nous avons tous l'habitude de fréquenter des marchés, par exemple, où il y a des petits producteurs qui viennent vendre leurs produits. Et force est de constater quand même que nous payons toujours plus cher quand même des produits qui sont souvent de qualité. Alors, plus cher, j'entends bien. Pour moi, c'est le juste prix, parce qu'on sait le travail qu'il y a derrière. Mais là, on est en train de parler d'accès, de la précarité et qualité des produits. Et là, pour moi, c'est le problème majeur, c'est qu'on ne peut pas, à mon avis, délivrer des produits de qualité à des personnes qui sont précaires, parce qu'il y a vraiment des coûts qui sont importants. Alors, il y a précaire et précaire, c'est-à-dire que VRAC ne s'adresse pas à des gens qui sont dans la grande pauvreté. C'est-à-dire que c'est deux mondes différents. VRAC va s'adresser à des gens qui sont un peu peut-être sur la limite, qui vivent dans ces cités, mais qui restent encore intégrés finalement dans le corps social. La grande précarité, comme les gens par exemple, celui qui disait qu'il avait 1 euro par jour par personne pour manger, c'est autre chose, c'est un autre monde. Ceux-là n'ont en effet pas vraiment accès à ça. Comment faire pour avoir ces produits pas chers? C'est en allant directement au producteur, ne pas l'acheter sur les marchés, mais aller directement au producteur, et là, avoir un accord avec le producteur pour acheter un certain volume régulièrement à un prix convenable pour le producteur et pour l'acheteur. C'est-à-dire que c'est pas passé par la distribution, c'est aller directement au producteur. C'est comme les systèmes AMAP en fait. Il achète 1 euro, il revend 1 euro. Par ailleurs, VRAC a quand même un système économique d'aide avec la France s'engage, etc. C'est un système particulier parce que c'est vendu sans marge. Donc tout de suite, c'est moins cher. Et comment fait VRAC pour se financer? Il va se financer par des levées de fonds. Par des soutiens, donc là il y a tout un travail à faire parce qu'il y a pas mal de fondations qui vont financer ça parce qu'ils trouvent que c'est un projet intéressant, ou même les bailleurs sociaux, les bailleurs sociaux, donc les gestionnaires d'HLM qui financent VRAC parce qu'ils trouvent que un système dans les cités qu'ils gèrent, un système comme ça, en plus qui rassemble les gens, qui rassemble des bénévoles, qui permet aux gens de mieux vivre, c'est quelque chose qui vaut bien un investissement d'argent public. Voilà. Donc, les financements permettent le fonctionnement, c'est-à-dire que les ventes de denrées alimentaires sont neutres. Ouais. Moi, j'ai fait partie d'une épicerie participative, c'est le même concept depuis 2016, il y en a à peu près 80 en France, et donc il y a 0 marge. Donc on donne 3 heures de son temps et on paye 20 € à l'année d'adhésion, et donc j'achète... je sais pas, les biscuits à 1,20 € alors qu'en magasin bio, ils seront à 1,80 € parce qu'on est sur le prix d'achat direct producteur. Et le fonctionnement de VRAC, c'est que toute la partie fonctionnement, donc c'est-à-dire équipe qui permet le déploiement, l'organisation dans les villes, est financée par de l'accompagnement en partie. Voilà. Alors attention là aussi aux mots, parce que des fois quand je raconte ça, la personne en face me dit « alors, c'est financé par des subventions ?» avec tout le mépris qu'on a sur la notion de subvention, comme quoi c'est presque de l'assistanat. Je dis non, c'est pas des subventions, si on veut. Mais après, la plupart des ONG, elles fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'elles ne produisent pas de la richesse elles-mêmes. Que ce soit Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, tout ça, ça fonctionne par des subventions. En fait, on appelle ça des levées de fonds. Donc, pour VRAC, appelons ça levée de fonds, c'est-à-dire que c'est un travail d'aller chercher de l'argent chez des organismes, qu'ils soient publics ou privés, qui trouvent intéressant d'investir là-dedans. Voilà, c'est un modèle économique qui fonctionne. Mais Alexis, est-ce qu'il n'y a pas de distorsion du marché? Est-ce que le VRAC ne se fait pas attaquer pour concurrence déloyale? C'est pour ça que c'est une association. Okay. C'est une association, mais les gens payent 1 € par an pour adhérer. Et ils ont accès à... Donc, mais c'est vrai que c'est un problème, parce que s'ils étaient une entreprise commerciale, ils pourraient se faire attaquer. Mais comme c'est une association, ils ne sont pas... Enfin, c'est légal. On est obligé de s'arrêter là, c'est ça? La dernière, soyons fous. Bon, on va s'arrêter.
Merci Pablo, merci Alexis. Ah, il y en a... Non? Oui? Oui, bon, non. Du coup, ce sera peut-être plus une conclusion de dire que les projets collectifs, c'est jamais simple, et du coup, de changer de système, c'est pas simple, ce que disait Pablo tout à l'heure aussi, mais c'est pas grave, en fait, ça avance petit à petit, il faut pas se décourager, même quand on est au creux de la vague, garder la dynamique, et je trouve que cette rencontre de ce matin nous donne bien envie de garder la dynamique et de continuer, même si parfois des choses nous découragent. Vous vouliez parler du plaisir du facteur humain qui n'est pas toujours facile dans nos initiatives collectives. Ouais. Et voilà. Alors, comme disait, je conclus sur la conclusion de la conclusion, comme disait mon camarade Boris, donc ce directeur de VRAC, il dit toujours « le problème, c'est l'humain ». Et c'est vrai que ces groupements qui sont auto-organisés, après, il peut y avoir des tensions, des batailles d'ego, etc. Et il faut prendre soin de ça. Prendre le plus grand soin de comment c'est organisé, bien savoir comment on prend des décisions, quelle est la place de chacun, etc. C'est extrêmement délicat. Donc il faut vraiment en prendre soin parce que c'est là-dessus que les initiatives elles se terminent, elles échouent. C'est l'humain. Donc il faut vraiment penser à créer une petite structure qui donne la place à chacun, qui respecte chacun et où les prises de décision et les modes de discussion soient à peu près clairs. Merci beaucoup. Merci.